l'investisseur ici dans cette région va au Maroc, il n'a pas la vision 360 d'industrialisation. Il est très pressé. Des importations agricoles et agroalimentaires a été multiplié par 3. Tout ce qu'on cherche, c'est qu'on ait de vrais emplois qui sont créés. Nous finançons beaucoup l'agriculture, l'agro-industrie et la transformation dans ce secteur-là. Mesdames et messieurs, chers invités, honorable assistance, bienvenue à cette nouvelle édition d'Invest, de Ftor Invest, du groupe Ecomédia. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je suis particulièrement ravie de vous retrouver dans cette belle région, Souss Messa, une région au charme unique et très chère à mon cœur. Souss Messa n'est pas seulement un territoire de production, c'est un véritable pôle de création de valeur, d'innovation et d'initiative. Son tissu de TPME, notamment dans l'agro-industrie, constitue un levier essentiel de développement, d'emploi et d'export. Dans un contexte marqué par les défis climatiques, la nécessité de transformation locale et la montée des exigences des marchés internationaux, la question de l'investissement productif devient centrale. Comment structurer des projets solides, comment financer la transformation, comment renforcer la résilience des entreprises face aux chocs externes. C'est autour de ces enjeux, mesdames et messieurs, que s'articule notre panel consacré à l'investissement et à l'agro-industrie, création de valeur, transformation et résilience. Un thème stratégique pour la région, mais aussi pour notre modèle de développement économique. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, j'invite mes intervenants à me rejoindre sur scène et j'appelle tout d'abord Madame Kenza Agassib, directrice du Centre régional d'investissement Souss Messa. Monsieur Mohamed Kams, directeur centre d'affaires Tamwilkom Agadir. Monsieur Hatim Alami, directeur développement commercial PME Saham Bank. Et monsieur Fouad Tabit, entrepreneur en technologie industrielle et fondateur de plusieurs startups innovantes au service de l'agro-industrie marocaine. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bonjour à tous mes invités. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être parmi nous aujourd'hui et merci au public ici présent. Alors tout d'abord, je vais commencer, au moins j'ai une dame en face de moi, je vais commencer avec Madame Kenza Agassib, directrice du Centre régional d'investissement Souss Messa. Alors tout d'abord, je voudrais parler du CRI. Parce que depuis le renforcement des rôles du CRI, c'est le renforcement de ses prérogatives et la déconcentration, je dirais, des projets d'investissement inférieurs à 25 millions de dirhams, comment le CRI, Souss Messa, facilite concrètement l'instruction et l'approbation des projets agro-industriels portés, je veux dire, par les TPME régionaux. Merci, je suis ravie évidemment de faire partie de ce panel. Puis c'est notre deuxième rendez-vous. Tout à fait, Ftor Invest. Exactement. Donc, on est très ravis de vous recevoir de nouveau et puis de retrouver évidemment nos chers investisseurs et partenaires. Alors, pour répondre à ta question, Rizlen, si on revient quelques mois en arrière, effectivement, tous les projets d'investissement qui faisaient l'objet de demandes de conventions d'investissement avec l'État étaient, on va dire, traités au niveau central. Le CRI, évidemment, intervenait pour tout ce qui était éligibilité. Et puis, tout le reste, que ce soit préparation ou rédaction des conventions, se faisait au niveau central, sans oublier, évidemment, toute la partie déboursement qui est, évidemment, la finalité de tout ce dispositif. Depuis quelques mois, le CRI, et ça fait effectivement objet de renforcement de son rôle, de guichet unique, de partenariat premier des investisseurs, nous avons récupéré cette partie, ce qui fait que tous les projets d'investissement qui sont inférieurs à 250 millions de dirhams sont traités au niveau régional. Ce qui veut dire éligibilité, préparation des conventions d'investissement avec l'État, et puis reste la partie déboursement pour tout ce qui est dispositif initial qui reste
le déboursement se fait toujours au niveau central. Et comme vous avez certainement pu le voir, ou suite notamment à la fameuse caravane que nous avons pu organiser, ça nous a permis un peu de faire le tour de tous les territoires pour présenter le nouveau dispositif TPME qui concerne tous les projets inférieurs à 50 millions de dirhams. Et là, pour le coup, le CERI assure tout le process de A à Z. Donc, il est le guichet unique. Exactement. Éligibilité, préparation des conventions. Et là, cette fois-ci, le déboursement également, ce qui nous donne encore une fois un poids supplémentaire. Et j'espère en tout cas que les investisseurs et partenaires présents aujourd'hui ont pris assez connaissance de ce dispositif. Je rappelle qu'il permet de récupérer jusqu'à 30% du montant d'investissement primable. Donc, nous avons tout ce qui est prime à l'emploi stable, prime territoriale et puis prime relative à tout ce qui est secteur prioritaire. Et c'est un dispositif quand même qui est là pour assurer un accompagnement quand même très concret à tout ce qui est TPME. Le dispositif initial, ça me permet quand même de revenir sur ça, puisque, comme je l'ai dit, on a récupéré une partie de ce dispositif, sauf la partie déboursement. Exactement. Elle concerne donc tout ce qui est projet supérieur à 50 millions de dirhams et avec des primes quand même assez considérables qui permettent de récupérer jusqu'à 30% du CAPEX qui est concerné par la prime, et on retrouve tout ce qui est prime territoriale également, prime sectorielle, et puis certaines primes communes qui sont également intégrées dans ce dispositif initial. Et pour peut-être finir sur cette première question, je voudrais tout simplement préciser que le secteur de l'agro-industrie est quand même l'un des secteurs phares de la région. Et je suis très ravie de cette thématique aujourd'hui. Je rappelle que la région Souss-Massa est connue par défaut, par son secteur historique, qui est quand même l'agriculture. Qui dit agriculture dit quand même agro-industrie par transition. Et puis, juste quelques chiffres par rapport au travail qui est quand même effectué par le CERI. Sur ces 3 dernières années, sur plus de 200 projets industriels, 60 projets sont quand même des projets agro-industriels, donc des projets qui ont eu des avis favorables de la Commission régionale unifiée d'investissement. C'est quand même un chiffre important. Donc 30% de projets agro-industriels sur les 3 dernières années, avec un montant d'investissement de quasiment 2,7 milliards de dirhams et la création de plus de 4800 emplois directs. Et je pense que ce sont des chiffres qui sont quand même très parlants et qui assurent encore une fois cette notoriété et l'importance du secteur agro-industriel. C'est le chiffre le plus important qu'on retiendra justement de cette première réponse. Monsieur Mohamed Khams, directeur centre d'affaires Temwilcom, justement, on parle projet d'investissement, on parle financement, on parle garantie, et puis Temwilcom, bien sûr, la casse de garantie par excellence. Au-delà, bien sûr, de la garantie, si je peux dire, classique, comment Temwilcom accompagne l'amélioration de la qualité et la structuration aussi financière des projets agro-industriels portés par les TPME, afin, si je puisse dire, renforcer leur viabilité. Merci, madame. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je tiens à vous remercier pour l'organisation de cet événement qui touche une cible importante de notre tissu économique régional, à savoir les sociétés industrielles qui opèrent dans l'agroalimentaire. Avant de répondre à votre question, j'aimerais bien présenter brièvement notre institution qui est Temwilcom, connue précédemment par le nom de la CCG, la Caisse centrale de garantie, qui existait depuis 1949. En 2021, il y avait la transformation en une société anonyme sous la dénomination juridique Société nationale de garantie de financement d'entreprise, par nom commercial Temwilcom, et qui a pour mission principale de faciliter l'accès au financement des entreprises marocaines. Pour répondre à votre question, et autre que la garantie classique, Temwilcom elle propose plusieurs mécanismes de cofinancement qui restent des produits qui sont thématiques. On note, par exemple, si on prend le Green Invest, le Green Invest c'est un cofinancement avec le crédit bancaire
qui permet à la société de financer les projets qui s'inscrivent dans une optique verte, à savoir les énergies renouvelables, tout ce qui est dépollution, tout ce qui est économie de ressources. Pour un montant qui peut atteindre jusqu'à 10 millions de dirhams pour la part Tmwilcom, avec un taux très avantageux de 2,5%, ce qui permet aux entreprises d'avoir un taux de sortie qui est très, très intéressant. Cumulable aussi, avec tout ce qui est charte d'investissement et dispositifs. Exactement. Et même la société elle peut même bénéficier de notre garantie pour la part bancaire. Donc elle peut bénéficier de la garantie et de cofinancement. On a un deuxième produit qui est Ileki Invest, qui est destiné pour encourager l'entrepreneuriat féminin. C'est également un cofinancement avec le secteur bancaire, avec une part Tmwilcom qui peut atteindre jusqu'à 40% du programme d'investissement. Et avec un minimum de 1 million de dirhams et un maximum de 5 millions de dirhams, le taux qui s'applique à la part Tmwilcom, il est de 2%. Comme je viens de dire, ça permet aux entreprises d'avoir un taux de sortie très avantageux par rapport au taux de marché. On y reviendra en tout cas sur ce taux de financement. Et je me tourne vers vous, M. Hatim Alami, depuis qu'on parle de financement, on parle de crédit. Vous êtes directeur développement commercial PME Saham Bank. Alors, est-ce que votre banque finance-t-elle concrètement et réellement la transformation agro-industrielle, ou reste-t-elle concentrée sur le court terme et la campagne agricole? Non. Nous ne sommes pas concentrés sur le court terme ni la campagne agricole. Et un grand oui, nous finançons beaucoup l'agriculture, l'agro-industrie et la transformation dans ce secteur-là. Nous y croyons tellement. Comment ne pas y croire? Parce que alors que c'est un secteur qui conditionne la souveraineté alimentaire de notre pays, l'équilibre, les équilibres nationaux, la croissance durable et la stabilité territoriale. Ce n'est pas possible de ne pas participer à cela. Cela ne veut pas dire que notre banque est en train de se lancer pour financer n'importe quel projet. Nous restons quand même une banque avec une réglementation, avec un certain nombre de critères de rigueur. Nous finançons tous les projets intégrés qui portent un schéma de croissance, qui portent une identification permettant de détecter la création de la valeur. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on finance? On finance des objets, on finance des équipements, des machines, des choses qui permettent de faire une transformation. Tout ce qui peut créer de la valeur ajoutée, nous le finançons. Donc un matériel, un objet, des stations de conditionnement, des stations de traitement, on finance cela. Nous finançons de l'efficience hydrique, tout ce qui est de nature à optimiser l'utilisation d'eau. Nous connaissons combien cette denrée est rare et précieuse. Alhamdoulilah, cette année, nous avons eu une très belle année pluviométrique. Il faut conserver tout cela. Mais voilà. Ça se conserve. Il faut tirer les leçons de 7-10 ans qui étaient quand même très difficiles pour notre pays. Donc, tout ce qui est financement de ce genre de projet qui permettent d'optimiser l'utilisation de cette ressource-là, qui est l'eau, nous les finançons. Et puis, nous finançons tout ce qui est investissement qui permet de réaliser une montée en gamme, qui permet de réaliser une certification, qui rend notre produit plus commercialisable à l'extérieur. Nous finançons énormément ça. Nous sommes sensibles à des promoteurs, à des investisseurs qui viennent nous présenter une vision stratégique, un projet intégré. Nous n'aimons pas financer une machine, nous aimons financer tout un projet et c'est extrêmement important. Donc, ce sont les objets que nous finançons grosso modo, mais il y a aussi des critères de financement. Nous aimons financer des gens qui créent de la valeur ajoutée. Nous aimons financer des promoteurs qui ont de l'expérience, qui ont une agilité et qui ont une vision qui permettent de rassurer quant à la gestion de la gouvernance de leur projet. Et c'est tellement important. Et quand ces facteurs-là sont réunis, je parle sous le contrôle de mes collègues, quand ces facteurs sont réunis, non seulement nous finançons, mais nous finançons
à des conditions très compétitives. Parce que quand ces critères sont réunis, le risque est maîtrisé. Je sais que vous êtes intéressé par tout ce qui est coût, et c'est normal pour un investisseur, pour un entrepreneur. Le taux de financement, le taux d'intérêt qu'une banque applique, c'est le coût de l'argent, et ça, c'est impondérable. C'est le coût de l'argent sur le marché, on n'y peut rien. Plus une prime de risque. Lorsque un projet réunit ce genre de critères, eh ben, on estime que le coût de risque est très maîtrisable et ça nous permet de réduire ce coût de risque au strict minimum. Et franchement, on finance bien. C'est un mariage avec un grand oui. Oui. Très bien. Grand oui. Un grand oui. Et avec la fleur en plus. Très bien. La cerise sur le gâteau. Et Monsieur Fouad Tabit, vous êtes entrepreneur en technologie industrielle et fondateur de plusieurs startups innovantes au service de l'agro-industrie marocaine. C'est très intéressant. Plusieurs startups. C'est intéressant de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Monsieur Tabit, en tant qu'acteur, je dirais, technologique, qui accompagne aujourd'hui les industries à l'agroalimentaire, quels sont aujourd'hui les principaux, je dirais, freins à la modernisation et à l'industrialisation dans la région Souss-Massa? Bonjour. Est-ce que vous avez aussi un grand oui, au-delà des freins? Pas tellement. Allez-y. Pour être un peu réaliste, d'abord, merci pour la question. Merci, Kenza, pour l'invitation. Ramadan Karim, الحضور اللي كاين معنا ولا البرا. En fait, les défis ils sont pas financiers. Le premier challenge aujourd'hui, c'est pas le paramètre financier. C'est pas ce qu'on croit. Le problème profond, c'est un problème de vision, c'est un problème de stratégie. On n'investit pas à 360. L'investisseur ici dans cette région, va au Maroc, il n'a pas la vision 360 d'industrialisation. Il est très pressé. Moi, mes clients, d'accord, grâce à l'équipe que je dois remercier de CRI avec leur professionnalisme, j'ai accompagné plus qu'une quinzaine de projets dans la région. Et les investisseurs, ils me mettent de la pression. Mais la valeur ajoutée, la vision aussi, la stratégie. 5 ans, 10 ans, le brand, l'international, là, c'est pas pour aujourd'hui. Et cette manque de vision fait que l'investissement, le côté risque, il augmente. Ça, c'est un. Le 2, pour l'existant. L'existant, si on peut prendre une photo, maintenant sur la zone Agadir, vers tout le Maroc, on va trouver des usines, mais pas à 2 vitesses, à plusieurs vitesses. Des machines des années 70, des usines ultra modernes. Peut-être que ça a un petit avantage parce qu'on peut produire le même produit à différents coûts. Donc, on peut satisfaire la clientèle. On peut produire un produit à 5 dirhams, à 2 à 15 dirhams. Mais ça va nous emmener nulle part. Voilà. Le deuxième problème qui est consistant, c'est la compétence technique. Il y a un décalage entre ce qu'on produit dans les grandes écoles et le besoin actuel des industriels. Et le dernier, c'est la réticence face aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, tu demandes à n'importe quel investisseur, est-ce que tu peux intégrer de l'IA au niveau de tes machines pour augmenter le triage, le calibrage, le contrôle qualité, tout ça? Est-ce que c'est une peur de l'inconnu? Peut-être que c'est beaucoup plus, je parle de la région là, Kegolo, si je ne maîtrise pas le process, je n'investis pas. Donc la prise de risque dans la région, ça veut dire qu'il faudrait faire des formations beaucoup plus. Beaucoup de sensibilisation, beaucoup de débat. Il faut démocratiser l'accès à la technologie. Parce que tu vois le marché à l'international. Je prends un client anglais ou la danois qui va demander à une entreprise à Agadir Brit Matécha. Mais il ne va pas demander Matécha, il va demander je veux un gobelet de tomates cerises avec 4 fruits oranges, 2 chocolats, 3 rondes avec un diamètre qui ne dépasse pas le 25. Comment tu vas produire ça? Et donc sinon, tu vas revenir et exporter des caisses de tomates. Et là, on manque de valeur. Je pense que ce sont les challenges qu'il y a actuellement. Je pense qu'il faut... C'est de la structuration en tout cas. Exact. Voilà, très bien. Merci. Et de toute façon, c'est une transition, une belle transition vers Madame Kenza Gassib. Justement, on parle de structuration. Comment vous, au sein de CRI, vous menez justement cet accompagnement envers les investisseurs et envers aussi les TPME pour ces structurations et je dirais aussi facilitation administrative? Parce qu'au-delà du financement, c'est le point de départ qui est le CRI, le premier guichet. Comment vous les accompagnez?
Merci beaucoup, Rizlan, pour cette deuxième question. Et avant, je me permets juste de rebondir, de réagir à ce que tu as dit. En fait, le CERI, certes, il a ce rôle d'accompagnement des investisseurs, mais ça ne s'arrête pas juste à de simples actes. On vient, on demande un foncier, on va accorder un foncier, ou on va demander un permis de construire, ok, on va accorder le permis de construire, mais nous avons également un vrai rôle d'analyse, puisque lorsqu'un investisseur dépose une demande simple d'affectation d'un foncier typiquement industriel, on s'assure également de la solvabilité de l'investisseur, mais aussi de la faisabilité. On va regarder le montant d'investissement, on va le décortiquer, on va voir les équipements. Est-ce qu'il dit c'est logique, pas logique? Est-ce que c'est surestimé, c'est sous-estimé? Et ce qui fait que nous aussi, on se positionne dans ce rôle d'accompagnement pour que le projet puisse voir le jour et aussi réussir, parce que ça ne sert strictement à rien, en tout cas de mon point de vue, d'attribuer juste du foncier pour dire on a attribué du foncier, ou d'accorder un permis de construire, une acceptabilité, pour juste annoncer des chiffres et que derrière, le projet ne se réalise pas et que, par défaut, nous avons de la création d'emplois, parce que finalement, tout ce qu'on cherche, c'est qu'on ait de vrais emplois qui sont créés. Et donc ça, c'est très important. Je voulais juste souligner ce rôle qui n'est peut-être pas forcément très visible, mais en tout cas, les équipes du CRI on accorde beaucoup d'importance à ce volet. Et c'est ce qui fait que ça joue aussi un peu en notre légitimité et le rôle important que le CRI joue dans tout ce processus d'accompagnement des investisseurs. Pour l'investissement de manière générale et spécifiquement l'agro-industrie, puisqu'on est en train de parler de ça aujourd'hui, je n'ai pas besoin de rappeler la valeur ajoutée que crée ce secteur, et un investisseur, on peut l'accompagner de diverses raisons. Il peut venir, comme je viens de le dire, parce qu'il a besoin d'un simple foncier, et on va l'accompagner de A à Z, on va lui attribuer un foncier, on va l'accompagner pour qu'il puisse avoir son permis de construire, son acceptabilité environnementale, s'il est éligible ou pas. Et puis aussi, il y a ce rôle de suivi qui est très important. Donc l'investisseur, quand il est là, on n'est pas juste un partenaire pour le début du projet. Une fois qu'il a obtenu toutes ses autorisations, on lui dit merci, au revoir. Non, on l'accompagne aussi parce qu'on a ce rôle de suivi de la réalisation du projet, et surtout de s'assurer que l'investisseur respecte ses engagements. Et que l'entreprise aussi reste en vie. Exactement. Quand l'investisseur annonce des chiffres quand il vient la première fois au CERI, ce ne sont pas juste des chiffres sur du papier. S'il s'engage à investir 50 millions de dirhams, il faut que ce soit 50 millions de dirhams. Et ça rejoint un peu ce que tu disais. Il faut que le projet soit mûrement réfléchi, qu'on ait une vision et qu'on sache aussi ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller. Et idem pour la création des emplois. Si un investisseur me dit, moi, au bout de la première année, je vais créer 10 emplois, après 10, 20, etc. Il faut que ce soit évidemment des vrais emplois créés, des emplois stables. On ne parle pas d'emplois directs, on parle pas d'emplois indirects, mais d'emplois directs. Et ça, c'est très important pour nous. Donc, en gros, le CERI, il intervient sur tout le process jusqu'à la réalisation du projet, et puis on essaie aussi d'intervenir lorsqu'un investisseur a des problématiques, lorsqu'on constate qu'un projet a du retard, on essaie de comprendre quelles sont les raisons de ce retard. Si on a la marge ou la possibilité d'intervenir, on intervient, que ce soit un blocage avec une administration ou autre. Si c'est un problème financier, on essaye, ça ne fait pas partie de nos missions, mais en tout cas, on essaie quand même de voir de quelle manière... Pour débloquer, Exactement. Pour que l'investisseur aussi puisse réaliser son projet sur le terrain. Exactement. Et puis, on essaie aussi de mettre en avant, et ça, c'est très important, les autres dispositifs de financement qui existent, parce que nous avons le dispositif au niveau national dont je parlais tout à l'heure, mais on a aussi un effort considérable qui a été fait au niveau de la région avec la mise en place d'un programme de soutien à l'investissement qui permet quand même de récupérer certaines subventions qui sont quand même importantes, que ce soit pour l'emploi ou pour le financement du foncier ou même pour l'achat d'équipements. Et on essaie aussi de pousser les investisseurs, en tout cas quand ils sont évidemment éligibles, à profiter et les accompagner pour pouvoir profiter de ce dispositif en complément évidemment à tout ce qui se fait au niveau national. C'est un accompagnement, je dirais, 360 degrés au niveau du CRI. Monsieur Mohamed Kams, directeur centre d'affaires à Tamwilcom Agadir, justement, la région
là maintenant, on va parler spécialement de la région Souss-Messa et Agadir spécialement aussi. Dans la région Souss-Messa, comment Temwilcom oriente ces mécanismes pour encourager les investissements dédiés à la transformation locale et à la montée en valeur, parce que c'est très très important. D'accord. Alors, je me rejoins déjà pas à mon collègue, parce qu'on ne peut pas accepter dans une région comme Souss-Messa, où l'agriculture et la pêche constituent un moteur économique majeur. L'enjeu n'est plus seulement la production, mais la valorisation de ces ressources. Et nous, en tant que Temwilcom, nous sommes conscients de cet enjeu-là, et nous proposons des produits de garantie adaptés à ce secteur d'activité, avec des quantités et des plafonds améliorés par rapport aux standards appliqués aux autres secteurs d'activité. Si on prend par exemple la garantie des crédits d'investissement, on parle d'une quantité de garantie standard de 60. Alors que pour les sociétés qui opèrent dans l'industrie, la quantité peut être relevée à la hausse à 70% au lieu de 60. On parle également d'un plafond de garantie par entreprise de 30 millions de dirhams. Et dans le cadre des entreprises industrielles, on peut relever ce plafond à 40 millions de dirhams. Et c'est pareil pour tout ce qui est crédit de fonctionnement. Dans le cadre de matière, les plafonds ils sont revus de 30 à 40. Donc, pour l'agro-industrie spécialement, pour ces domaines-là, pour l'industrie. Pour l'industrie. En fait, on a l'industrie, on a les sociétés exportatrices, et on a les sociétés dont le modèle est green. Donc ce sont les trois sociétés qui ont la possibilité de relever les plafonds de 30 à 40, certes avec une réserve d'avoir une bonne gouvernance justifiée par un rapport commissaire de compte sans réserve. Voilà, il faudrait vraiment un dossier bien ficelé. Exactement. Avant toute dépense. Monsieur Hatim Alami, directeur développement commercial PME Saham Bank, justement on parlait de l'agro-industrie ou bien l'industrie en général aussi, parce que c'est ce qui fait aussi le nerf de la guerre de cette région. L'agro-industrie marocaine, est-ce qu'elle peut devenir aujourd'hui un véritable moteur d'export, parce qu'on a parlé d'export et de souveraineté aussi alimentaire, et quel rôle concret vous jouez en tant que banque, bien sûr? Écoutez, l'agriculture et l'agro-industrie doivent devenir ce moteur. Elle ne l'est peut-être pas encore suffisamment, mais elle doit devenir ce moteur. Permettez-moi juste de rappeler quelques chiffres. Le secteur agro-industrie, c'est le deuxième secteur en termes de chiffre d'affaires industriel au Maroc. Ce sont les chiffres du ministère de Commerce et de l'Industrie de fin 2025. Donc c'est le deuxième en termes de chiffre d'affaires du secteur industriel au Maroc. C'est le deuxième pourvoyeur de créateurs de valeur ajoutée, avec 20% du total création de valeur ajoutée, tout secteur confondu. Et bien bizarrement, en termes d'investissement, il ne prend que 10% des total des investissements. C'est-à-dire c'est un secteur qui nous procure 20% du chiffre d'affaires industriel marocain. Il nous procure 22-23%, je ne me rappelle plus, de la valeur ajoutée créée industrielle marocaine, mais je trouve qu'ensemble, nous ne sommes pas suffisamment reconnaissants à ce secteur. Nous n'investissons que 10% de notre total investissement. Donc, c'est dû à quoi, à votre avis ? À mon avis, c'est dû à l'engagement que nous devons tous faire preuve envers ce secteur. Investisseurs, propriétaires, banques, établissements financiers, organismes de garantie. C'est un écosystème qui doit se développer aussi fort que d'autres écosystèmes se sont développés, parce que le potentiel est énorme. Au-delà d'une activité économique à financer, il y a un enjeu de stabilité marocaine. L'effort doit être fait de quel côté ? L'effort, il doit être fait du côté de l'entreprise en originant des projets structurés, pensés de bout en bout. Nous ne devons pas seulement établir une production, comme vous avez dit tout à l'heure. Nous devons
faire une production valorisée, évoluer avec des débouchés. Et c'est très important de maîtriser toute cette chaîne de valeur pour pouvoir faire aboutir nos produits. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette prise de conscience qui a été faite, enfin, quand je parle d'aujourd'hui, j'abuse un petit peu. Je crois que depuis 2020, depuis Covid, tout le monde a pris conscience de la nécessité d'être autosuffisant et auto-indépendant. Donc, je pense quand on a des projets structurés de la sorte, il n'y a aucune raison, mais aucune raison à ce que les fonds ne soient pas mobilisés. Alors, merci beaucoup Rizlan, tu m'as posé la question par rapport à quel rôle peuvent jouer les banques en la matière. Je pense que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On peut pas avancer sans des financements adéquats. Et donc, permettez-moi, chers clients, chers partenaires et amis, de rappeler très brièvement qu'une banque, et notamment Saham Bank, intervient sur le court terme en finançant des campagnes classiques, sauf que nous les finançons avec la maturité nécessaire. Quand une campagne a besoin de 3 mois, 6 mois, 9 mois pour s'établir, on finance ces délais-là. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où on comprend ce business, on peut mettre en place les structures de financement adéquates. Une entreprise qui exporte a besoin de préfinancer son exportation. Donc, on peut mettre des lignes adéquates pour lui permettre de produire et exporter. Elle nous rembourse une fois, elle encaisse ses encaissements, ses exportations. Une fois l'exportation réalisée, les clients étrangers ne payent pas immédiatement. L'entreprise a déjà financé tout un cycle d'exploitation. La trésorerie est certainement mise à rude épreuve. Nous pouvons financer l'exportation qui a été réalisée, le délai d'encaissement, le délai de paiement client. Ça aussi, ça se finance. Et là, j'apporte quelque chose de mieux que le financement. C'est le conseil que tout banquier doit apporter. Parce qu'un objet, ça peut se financer de plusieurs façons. Mais l'important, c'est de le financer de la façon la plus optimisée. Il est du devoir aujourd'hui du banquier d'aujourd'hui, de 2026, de dire à son client, tu es exportateur, tu reçois des devises, ce n'est pas la peine de te convertir en dirham. Tu as le droit de laisser un peu d'argent en devises et tu as le droit d'utiliser ces devises-là pour régler tes importations. La banque n'a pas envie de gagner des commissions malsaines en induisant, entre guillemets, un client en erreur, en l'amenant à faire plusieurs opérations de change sur lesquelles il perd énormément en commission de change. Ça n'a pas de sens. Il faut conseiller parce que la relation gagnant-gagnant, c'est celle qui est basée sur de bases solides, sur le conseil. Sur la relation aussi, sur la confiance, sur la relation la plus durable, bien sûr. Donc, c'est ce que nous appelons dans notre jargon du financement à court terme. Ce sont quelques exemples. Un industriel qui a besoin d'une caution auprès de la douane pour lever la marchandise en attendant de l'exporter, on fait ça aussi. Donc, il y a plusieurs façons de financer son cycle d'exploitation. Il y a aussi, bien sûr, les financements d'investissement qui peuvent s'étaler sur plusieurs années et qui permettent à des projets de grandir et de créer la valeur ajoutée escomptée. Donc, honnêtement, on est dans ce mode de financement, encore une fois, et j'insiste là-dessus, structuré, intégré, avec une vision de création de valeur, de la production jusqu'au débouché. On est très preneur. Il y a une très belle aussi convergence à faire entre vous, Tamwilcom, et CRI aussi. C'est une chaîne, je dirais, de valeur très très importante pour chaque investisseur. Merci beaucoup. Je profite pour remercier Tamwilcom en votre présence parce que ce soit dans ce domaine-là ou bien dans d'autres domaines d'activité, nous travaillons très 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 régulièrement ensemble et sans Tamwilcom, plein de projets, nous n'aurions pas pu les faire tout seuls, nous n'aurions pas pu les financer tout seuls. Et c'est comme ça le monde de la finance, c'est aussi le partage des risques et des gains. Donc c'est comme ça. Merci beaucoup. Très très bien. Monsieur Fouad Tabit, je reviens vers vous parce que tout à l'heure, vous avez parlé de digitalisation, de ce nouveau mode aussi de voir les choses. Comment les nouvelles technologies aussi, digitalisation, que ce soit automatisation, les outils aussi industriels avancés,
peuvent-elles renforcer la création de valeur locale et améliorer aussi la compétitivité des industriels marocains? Je pense déjà que les nouvelles technologies, la modernisation des machines, elles transforment un produit standard en un produit compétitif. Ça, c'est un. Deux, elle nous permet d'accéder à des marchés beaucoup plus exigeants. Et puis, trois, des normes. Mais il y a des cahiers de charges qu'on ne peut pas satisfaire. Des cahiers de charges de certains clients européens sont des machines dotées de traitement d'images, de computer vision, de machin. Tu ne peux pas répondre à ce marché. Et le 3, je pense que l'industriel marocain, de la même façon qu'il se concentre sur son produit pour produire le meilleur produit possible pour satisfaire son client, il doit aussi mettre un focus sur la production de la data. Il doit produire une data pour lui qui va servir. C'est la data qui a la même valeur que son produit, voire mieux. Conserver de la tomate une année, peut-être que c'est périssable, mais conserver de la technologie sous forme de software, de data et autres compétences, avec les années, ça augmente de valeur. Et donc, je pense qu'avec de la transformation technologique, l'industriel marocain, il se compare au même pied d'égalité d'un fabricant européen. Le cas échéant, c'est un risque. Donc, peut-être que pour dire que ce n'est pas un luxe, c'est une obligation quelque part pour suivre le trend que parcourt le Maroc aujourd'hui. Alors justement, une belle transition aussi, que vous me donnez juste des transitions vers Madame Kenza Gassib, parce que je voudrais aussi parler de cette matière première. Est-ce que le CRI, au sein du CRI, on peut dire, ces investisseurs, ces projets-là, ces grands projets, est-ce que vous essayez de les orienter vers une transformation agro-industrielle afin d'éviter justement l'export des matières premières brutes? Merci Rizlan, merci Fouad. Et je voudrais juste rappeler quelque chose qui est pour moi très important, parce que tout à l'heure j'ai donné un très bref aperçu sur ce que fait le CRI, mais ce que je voudrais aussi insister dessus, c'est que quand même toute l'équipe fait un effort très considérable, non seulement pour dire on accompagne pour accompagner, mais pour le faire dans des délais très très courts. Que ce soit et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, l'investisseur est très pressé. Donc nous, on a un engagement moral, mais aussi légal vis-à-vis des investisseurs pour la validation de leur dossier et surtout pour les présenter devant la Commission régionale unifiée d'investissement pour qu'ils puissent au moins être décidés est-ce qu'il pourra aller au bout de son projet ou pas. Et en plus, évidemment, de ce rôle d'accompagnement des investisseurs, on a un rôle très important de promotion, la promotion de territoire. Et on investit énormément au niveau de la région Souss-Massa pour faire connaître ses spécificités en tant que région d'investissement industriel et non seulement en tant que destination balnéaire. Et on a beaucoup travaillé sur ça. Un potentiel énorme qui était malheureusement, si je reviens 3 années en arrière, qui n'était pas assez connu. Et je pense qu'on a réussi à intégrer un peu cette nouvelle image de la région Souss-Massa comme destination. Avant, on disait tourisme. Exactement. Et donc, je disais, beaucoup de promotion du territoire sur ses spécificités, mais aussi son offre industrielle, offre sur les ressources humaines, offre sur la connectivité, donc l'offre globale qui fait que les investisseurs commencent à s'intéresser davantage à cette destination et décident de venir déposer leur bagage pour dire ok, je vais investir dans un projet industriel. Les chiffres évidemment à l'appui, comme j'en ai donné un petit exemple tout à l'heure. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, l'infrastructure qui suit aussi, évidemment, avec les zones industrielles. Tout à fait. Et c'est ce que j'allais dire. Donc en plus de toutes les zones industrielles que nous avons une multitude qui couvre quasiment tous les territoires. Nous avons une zone qui est dédiée à tout ce qui est activité agro-industrielle, le parc Aliopolis, qui est aujourd'hui full à 100%, ce qui montre un peu le succès quand même de ce secteur d'activité. Et nous sommes en train de voir la manière d'avoir quand même de nouvelles zones d'activité, notamment au niveau d'Agadir, parce qu'il nous reste très peu. Le seul parc disponible qui nous reste actuellement, c'est ce qu'on appelle le parc industriel intégré, partie 3, et une fois qu'il sera full également, et je pense qu'on s'approche de ça, il nous faudra diversifier l'offre, en tout cas au niveau d'Agadir. Donc pour revenir quand même à ta question, le constat qui a été fait il y a
très peu de temps, c'est quand même la valorisation, elle se fait très peu au niveau de la région. Donc certes, on est comme une région qui est très connue pour son agriculture, mais les investisseurs ont quand même du mal à aller dans le sens de la valorisation et la transformation de la matière première. Et pour un peu y remédier, nous avons mis en place une banque de projets. Donc, il y a eu une première édition qui a été publiée avec des idées concrètes de projets, donc un projet clé en main que l'investisseur peut venir, OK. Pourquoi on a travaillé sur ça? C'est souvent des investisseurs qui viennent nous voir et nous disent, OK, moi je veux investir, mais parfois je ne sais pas en quoi exactement. Donc l'idée, c'était de mettre à leur disposition cette banque de projets. L'agro-industrie en fait partie parce qu'elle couvre d'autres secteurs d'activité également. Mais nous avons essayé de mettre en place ces idées de projets pour qu'ils puissent quand même prendre ce risque et aller choisir une idée qui leur parlait le plus, où ils se sentaient le plus à l'aise, ou surtout ils voyaient le plus de potentiel business, parce qu'un investisseur, lorsqu'il veut investir, il faut quand même qu'il puisse avoir un retour sur investissement. Et nous sommes également en train de travailler sur une deuxième version, donc avec de nouvelles idées de projet pour compléter un peu la première édition. Et pour finir, nous avons mis en place ce qu'on appelle un bulletin d'intelligence économique qui va couvrir pour sa première édition tout le secteur agro-industriel avec des analyses, de la data. Et l'objectif, évidemment, c'est de rapprocher l'investisseur davantage pour un peu changer ses mentalités et prendre davantage de risques en toute connaissance de cause. C'est vraiment l'objectif. C'est un accompagnement aussi pour l'investisseur pour qu'il ne reste pas, Exactement, je dirais, dans le brouillard inconnu. Et mettre surtout à leur disposition l'information, la bonne information qui leur permettra de prendre la bonne décision, parce que finalement, c'est l'objectif aussi. Exactement. Merci beaucoup, Madame Kenza Agassib. Mohamed Khams, directeur centre d'affaires Temwil. Comme à chaque fois, je rappelle, parce que voilà, on est aussi enregistré, comme ça on voit de qui il s'agit. Monsieur Mohamed Khams, justement, les projets agro-industriels sont souvent confrontés à des cycles longs. Et on en a parlé tout à l'heure justement parce que c'est tout un circuit et à des risques aussi sectoriels qui sont très très spécifiques. Comment vous adaptez justement vos offres pour accompagner cette transition? Alors, par rapport à Temwilcom, nous sommes conscients de ces contraintes sectorielles qui s'opposent au secteur de l'agro-industrie. Et d'ailleurs, ça se voit au niveau de la conception de notre offre de cofinancement. On a des produits, des crédits cofinancés avec le secteur bancaire, notamment Saham, qui reste un partenaire historique de notre établissement, avec des délais ou bien des durées qui peuvent aller jusqu'à 7 ans, avec 2 ans déférés pour ne pas stresser bien évidemment la trésorerie de la société. On a également pour l'offre de garantie, en fait l'offre de garantie, il épouse le cycle de vie de l'entreprise depuis sa création jusqu'à la restructuration, passant par la croissance et par le développement. Et à chaque étape de vie de l'entreprise, on a un produit qui est adapté avec des conditions qui répondent aux besoins de l'entreprise à cette période-là. Donc on peut dire que l'offre de Temwilcom, elle prend en considération l'ensemble des contraintes liées au secteur de l'agro-industrie. Ça veut dire que vous vous adaptez au cycle de vie de l'entreprise? Exactement. Si on prend l'entreprise agro-industrielle à n'importe quelle étape, on a un produit qui répond parfaitement à sa situation. Et ça démontre justement les années de Temwilcom, parce que là, je pense que vous approchez les 70 ans, l'anniversaire de 70 ans, 71 ans de votre existence aussi. 76, voilà, encore plus. C'est des années, voilà. C'est quelqu'un qui était petit et qui a grandi. On peut dire qu'il est dans un cycle de vie qui est très, très intéressant. Monsieur Hatim Alami, directeur développement commercial PME Saham Bank. Alors moi, je vous ai donné à vous des questions directes. Oui. Vous n'êtes pas mon ennemi, en tout cas.
Et, Au contraire, merci beaucoup pour ces questions. Merci à vous. Justement, on parle de financement bancaire. On a bien justement décortiqué la chose que le nerf de la guerre aujourd'hui, pas que le financement, il y a tout un accompagnement qui doit être fait. C'est une stratégie aussi au préalable. Mais aussi, je voudrais revenir sur le financement bancaire. Est-ce qu'il suffit aujourd'hui pour transformer l'agro-industrie marocaine ou faut-il repenser complètement le modèle d'investissement du secteur ? Écoutez, je pense que le financement bancaire est indispensable. Le financement bancaire est indispensable, il doit être structuré, on en a parlé il y a un petit moment. Il a différentes facettes, crédit moyen terme, crédit court terme, du leasing. Tout ça, c'est bien connu et classique. Maintenant, d'ailleurs, je profite aujourd'hui pour rappeler qu'il y a aussi d'autres sources de financement verts mis en place par des institutions financières internationales en passant par le réseau bancaire local. Par exemple, Saham Bank a signé une convention avec la BERT pour procurer des financements verts qui permettent aux entreprises de gagner en efficience énergétique, en gestion de l'eau, et du coup, ça procure pas mal d'avantages. Je ne veux pas m'appesantir là-dessus, mais si je vous dis que vous pouvez avoir 8% de subvention par rapport à votre investissement, c'est pas mal, 8%. C'est important de le savoir. C'est important de le savoir, de le chercher, c'est disponible. Si je vous dis que vous pouvez avoir une assistance technique gratuite de la part d'un expert européen qui vient visiter votre projet, vous donne les conseils en matière d'équipement, d'installation et d'optimisation, ça aussi, si vous devez payer cet expert, ça allait chiffrer pas mal. Alors si votre chiffre d'affaires n'a pas encore dépassé les 500 millions de dirhams et si votre projet n'a pas encore dépassé 50 millions de dirhams, sachez que vous pouvez opter pour ce genre de choses. Et ce sont au-delà de l'aspect investissement, ça permet de réduire la consommation énergétique d'environ 20-30%. Ça veut dire que sur les 5, 7, 10 prochaines années, vos coûts de revient vont être diminués d'une façon substantielle. Ça veut dire que votre compétitivité va être améliorée. Et c'est très intéressant. Donc, au-delà de l'aspect clairement classique de financement, ça confère à votre entreprise une structure de risque bien mieux améliorée, une meilleure façon d'être vue et appréciée par vos partenaires financiers, mais aussi par vos partenaires commerciaux à l'étranger. Vos clients étrangers, en visitant vos unités, trouveraient des unités modernes, efficientes, respectant les normes. Donc, vous confierez leurs commandes et leurs projets. Donc, tout ça, c'est bien classique. Mais j'ai envie aussi de parler d'autre chose. Soyons moins conservateurs. À mon avis, le financement bancaire, ça peut atteindre ses limites une fois on atteint des ratios, etc. Nous, les banquiers, on n'est pas toujours très gentils. Quand on atteint certains ratios d'endettement, etc., ça devient trop compliqué. On est régulé. On gère un argent qui ne nous appartient pas, donc il faut que nous le gérons d'une façon efficiente. Il faudrait aussi avoir des garde-fous. Il faudrait avoir des garde-fous. Ça protège tout le monde, ça protège tout un système. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai partagé que notre système bancaire marocain s'est montré extrêmement résilient en passant par la crise de 2008 et en passant par la crise de 2020 de Covid. C'est parce que nous avons une belle expertise et nous avons des garde-fous que nous respectons. Et c'est tant mieux. On a échappé à certaines crises graves que de grands pays ont payé cher. Donc c'est très bien comme ça. Maintenant, au-delà de ce financement classique, j'ai envie de dire, soyons moins conservateurs, ayons moins de capital intime. Ce n'est pas une spécificité de cette région adorable, ni de ce secteur d'activité. Le Marocain a une notion de capital intime. On n'ouvre pas le capital de sa société. On croit que c'est quelque chose qui est intime. Or, si c'est quelque chose qui va promouvoir la croissance d'une entreprise, pourquoi ne pas l'oser? Pourquoi ne pas s'associer à des choses plus importantes? Il y a énormément de fonds d'investissement qui cherchent des projets experts à financer. Pourquoi ne pas s'ouvrir sur ce genre de ressources pour accélérer sa croissance, pour gagner du temps? C'était pour te répondre à ta question. Le financement classique,
l'appel à de nouvelles sources de financement comme celle que je viens d'évoquer. Et croyez-moi, ça va chercher des entreprises de taille tellement moyenne pour grandir ensemble. Parce que ce sont ces entreprises-là où il y a un énorme potentiel de développement à condition d'avoir certaines valeurs de transparence, d'ambition, de management, de modernité, de gestion. Et ce sont des solutions à trouver. Et enfin, j'ai envie de dire, ayons aussi l'ambition de capitaliser. Le courage aussi. Le courage, l'ambition de capitaliser nos entreprises. Il faut continuer d'investir. J'insiste énormément là-dessus. L'appel est lancé en tout cas. Monsieur Fouad Tabit, entrepreneur en technologie industrielle, fondateur de plusieurs startups innovantes au service de l'agro-industrie marocaine. Peut-être une dernière question pour vous, avant de faire le tour, pour si vous voulez rajouter quelque chose. Quel message aujourd'hui adressiez-vous aux dirigeants de TPME industrielles pour les encourager à moderniser et industrialiser leur parc machine afin de répondre aux exigences aussi du marché national et international, parce que c'est important. D'accord. Je vais répondre de mon angle de vue d'ingénieur industriel. Donc, à Fakoum, changez votre parc machine. À Fakoum, il faut le faire. J'en ai visité une soixantaine, voire 70 usines au Maroc, en tant que consultant. Il faut changer. Il y a des machines aujourd'hui qui produisent mieux en qualité, en quantité, qui consomment moins d'énergie, qui répondent à beaucoup d'exigences. Il faut et cet investissement intelligent. Ça, c'est un. Deux, à Fakoum, investir sur la data. Des gens qui ont investi sur la data derrière nous il y a une vingtaine d'années, maintenant ils pilotent le monde. Donc c'est jamais trop tard, mais il faut le faire. Le troisième conseil, comment il faut aller vers l'international. Il faut exporter, il faut équilibrer notre balance. Il faut faire tout ça dans un cadre de durabilité pour préserver le pays zouin, l'oulidat nalajin, ainsi de suite. Merci. En tout cas, je retiens l'investissement intelligent. C'est un mot très très bien réfléchi. Madame Kenza Gassib, directrice du CRI Souss Massa, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter si on a oublié? Bien sûr, toujours. Allez-y. Je voudrais juste rappeler l'importance quand même de ce secteur qui est un secteur à très très forte valeur ajoutée. Et Fouad, tu me donnes toujours des transitions, j'adore. on est connectés. La convergence. Tout à fait. Et j'insiste effectivement aussi sur l'idée d'oser aller vers de nouveaux projets, se diversifier. Je parle aux investisseurs, n'hésitez surtout pas à venir nous voir, on est là pour vous accompagner. Comme je disais tout à l'heure, je parlais de ces banques de projets qui sont une mine d'informations. Venez nous voir, on est là pour vous informer, apporter toute l'aide nécessaire pour vous accompagner, certes, dans votre projet d'investissement, mais on peut aussi travailler avec vous en amont pour oser aller vers un nouveau secteur, une nouvelle activité qui, encore une fois, est une activité ou sont des activités à très forte valeur ajoutée. Et effectivement, s'internationaliser, c'est quelque chose de très important, on n'en parle pas assez. Je rappelle qu'au niveau de la région Souss Massa, nous avons une zone franche qui est dédiée aux activités exportatrices. Et pourquoi ne pas en profiter? Certes, elle est limitée aux sociétés étrangères ou aux Marocains du monde, mais je pense qu'au niveau de la région Souss Massa, nous avons quand même un pourcentage de Marocains du monde qui est quand même très important. Donc, pourquoi ne pas oser et c'est l'occasion aussi de faire briller davantage la région avec tous ces... non seulement produits de terroir, mais ces ressources naturelles énormes qu'il faut valoriser. Un grand potentiel. Exactement, qu'il faut valoriser davantage. Donc, juste pour finir, on est là pour vous. N'hésitez surtout pas à venir frapper à la porte du CRI. Et puis, nous, on fera tout ce qu'on peut pour vous apporter tout l'appui nécessaire. Je vous remercie. Alors justement, si Fouad Tabit disait tout à l'heure, en tout cas, l'équipe est là et mobilisée pour les accompagner. Monsieur Khams, vous voulez rajouter quelque chose? Alors, en principe, l'essentiel a été dit, mais nous aussi, on reste à disposition des promoteurs. En cas de consultation, nous sommes à l'avenue... Investisseurs, TPME, venez aussi voir Temwilcom. Il y a beaucoup de mécanismes, il faudrait aussi juste faire le pas de s'informer. Exactement. Merci beaucoup. Monsieur Alami. Oui, alors...
Si Fouad a parlé de déficit de balance commerciale agricole, je rajoute que ce déficit a été multiplié par 3 en 5 ans. C'est-à-dire en 5 ans, notre dépendance des importations agricoles et agroalimentaires a été multipliée par 3. Le déficit a été multiplié par 3. Dans chaque chiffre mauvais, il y a eu peut-être une opportunité. Ce sont autant d'opportunités d'investissement à créer. Alors, en ce qui nous concerne, en 2025, comme on a clôturé les chiffres il y a 1 mois et demi, les chiffres sont toujours frais dans ma tête. Nous avons à Saham Bank financé 1,5 fois notre part de marché habituelle dans cette région. C'est-à-dire nos financements d'investissement dans la région Souss-Massa ont fait 1,5 fois notre part de marché naturelle dans cette région. C'est-à-dire que nous avons de la prédisposition à accompagner les financements, souvent mieux que les financements à court terme dont on a parlé tout à l'heure. Nous avons beaucoup d'appétit pour ce genre de financement structurant. Nous avons des centres d'affaires avec des équipes compétentes, expertes, qui sont là pour vous accompagner. N'hésitez pas à aller franchir leurs portes. Et nos équipes centrales pour les financements de projets sont prêtes à se déplacer ici. D'ailleurs, ils sont ici régulièrement pour visiter vos projets, vous aider à structurer convenablement sur le plan financier, apporter des solutions de financement et de garantie, et faisons un long bout de chemin, la main dans la main. Merci beaucoup. L'appel est lancé. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette positivité de mes intervenants. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour la qualité de vos interventions. À cœur ouvert, vous étiez vraiment transparents. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, merci à vous d'être là, d'être parmi nous. Je vous dis bon ftour et à très bientôt. Merci. Merci à vous.